En ce moment même, quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de votre corps. Silencieusement, inlassablement, sans que vous n'y prêtiez la moindre attention. Des milliards de cellules travaillent, communiquent, se réparent, se divisent et disparaissent. Certaines sont neuves, d'autres sont usées, et certaines portent déjà les marques du temps. Depuis des siècles, l'humanité considère le vieillissement comme une force inévitable. Une horloge biologique qui avance sans jamais s'arrêter. Une direction unique, dont personne ne peut échapper. Mais si cette vision était incomplète? Et si vieillir ne dépendait pas uniquement du nombre d'années inscrites sur un calendrier? Car une question fascine aujourd'hui les biologistes du monde entier. Pourquoi certains organismes vieillissent-ils plus lentement que d'autres? Pourquoi certaines personnes semblent-elles conserver plus longtemps leur énergie, leur mobilité ou leur santé métabolique? Et surtout, existe-t-il des mécanismes cachés capables d'influencer la manière dont notre corps traverse le temps? Pour comprendre cette énigme, il faut d'abord oublier une idée très répandue. Le vieillissement n'est pas simplement une accumulation d'années, c'est aussi une accumulation de changements biologiques. Imaginez une immense ville qui fonctionnerait jour et nuit. Des routes sont utilisées, des bâtiments vieillissent, des machines s'usent, des déchets s'accumulent, des réparations deviennent nécessaires. Votre corps fonctionne de façon étonnamment similaire. Chaque jour, vos cellules produisent de l'énergie. Chaque jour, elles subissent des dommages microscopiques. Chaque jour, elles doivent remplacer certaines pièces défectueuses. Chaque jour, elles doivent éliminer des déchets biologiques. La véritable question n'est donc pas seulement combien de temps passe, la question est à quelle vitesse les dommages s'accumulent par rapport aux capacités de réparation du corps. Et c'est ici que l'histoire devient particulièrement intéressante. Parce que votre organisme n'est pas une victime passive du vieillissement. Il possède d'incroyables systèmes de maintenance, des équipes de nettoyage cellulaire, des mécanismes de recyclage, des réseaux de surveillance, des programmes de réparation sophistiqués qui travaillent sans relâche. En réalité, certaines des découvertes les plus fascinantes de la biologie moderne montrent que les cellules passent une grande partie de leur existence à tenter de préserver leur propre fonctionnement. Comme si elles savaient que l'usure est inévitable, mais qu'elle peut être ralentie. Pendant longtemps, les chercheurs ont cherché des réponses dans les médicaments, dans les compléments alimentaires, dans les gènes, dans les technologies du futur. Puis, une autre piste a commencé à attirer l'attention. Une piste étonnamment simple. Une pratique présente depuis des milliers d'années dans différentes cultures humaines. Le jeûne. Au départ, cela semblait presque contre-intuitif. Comment le fait de manger moins souvent pourrait-il avoir un impact sur des mécanismes aussi complexes que le vieillissement? Après tout, nous associons généralement la nourriture à la vie, à l'énergie, à la croissance, à la survie. Pourtant, lorsque les scientifiques ont commencé à observer ce qui se passait dans l'organisme pendant certaines périodes sans apport alimentaire, ils ont découvert quelque chose de surprenant. Le corps ne se contente pas d'attendre le prochain repas. Il change de comportement. Il modifie ses priorités. Il active certains programmes biologiques différents de ceux qui dominent lorsque la nourriture est constamment disponible. Et soudain, une nouvelle question est apparue. Peut-être que le vieillissement n'est pas seulement influencé par ce que nous mangeons. Peut-être qu'il est aussi influencé par les moments où nous ne mangeons pas. Cette idée a déclenché des années de recherche, des expériences sur des cellules, sur des animaux, et plus récemment, sur des êtres humains. Les résultats ont ouvert une porte fascinante sur les mécanismes cachés de la longévité. Mais avant de comprendre ce qui se passe lorsqu'on cesse temporairement de manger, il faut d'abord examiner une réalité que très peu de personnes notent. Une réalité qui distingue profondément notre mode de vie moderne de celui dans lequel notre biologie a évolué pendant des milliers de générations. Car le véritable bouleversement ne commence pas peut-être lorsque nous jeûnons. Il commence peut-être par une question beaucoup plus simple. Et si notre corps n'était presque jamais confronté au repos métabolique pour lequel il a été conçu?
Et cette idée pourrait complètement changer notre façon de voir le vieillissement. Imaginez un instant que vous observiez votre journée à travers les yeux de votre métabolisme. Vous vous réveillez. Petit déjeuner, quelques heures plus tard, un café accompagné d'une viennoiserie. Déjeuner, une collation dans l'après-midi, dîner, puis parfois un dessert, peut-être même une dernière bouchée avant de dormir. Pour beaucoup de personnes, cela paraît parfaitement normal. Et pourtant, du point de vue biologique, quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, l'accès à la nourriture n'était pas constant. Les repas dépendaient des saisons, des récoltes, des déplacements, de la chasse, de la pêche, des aléas de l'environnement. L'organisme humain s'est développé dans un monde où les périodes d'abondance alternaient naturellement avec des périodes de rareté. Cela ne signifie pas que nos ancêtres jeûnaient volontairement pour optimiser leur santé. Cela signifie simplement que leur biologie a évolué dans un environnement où les interruptions alimentaires faisaient partie du quotidien. Le corps a donc appris à fonctionner dans deux états différents. Le premier est un état d'abondance. La nourriture arrive, l'énergie est disponible, les cellules se développent, les réserves se remplissent, la croissance est favorisée. Le second est un état de mobilisation. Les ressources externes diminuent. L'organisme commence à utiliser ce qu'il a stocké. Certaines priorités changent. De nouveaux signaux biologiques apparaissent. Ces deux états ont toujours coexisté, comme l'inspiration et l'expiration, comme le jour et la nuit, comme l'effort et la récupération. Le problème est que notre environnement moderne a profondément modifié ce rythme. Pour la première fois dans l'histoire humaine, une grande partie de la population peut accéder à de la nourriture presque à tout moment. Notre cerveau adore cela, notre système de récompense également. Mais notre biologie profonde n'a pas nécessairement été conçue pour fonctionner en permanence dans un état d'abondance énergétique. Et c'est ici qu'apparaît un détail fascinant. Lorsque vous mangez, votre corps reçoit un message, pas seulement des calories, un message. Ce message dit essentiellement « l'énergie est disponible ». En réponse, différentes hormones et voies métaboliques s'activent. L'insuline augmente, les nutriments sont distribués, les cellules reçoivent l'autorisation de construire, stocker et croître. C'est un processus indispensable. Sans lui, nous ne pourrions ni vivre, ni nous développer, ni réparer nos tissus. Mais imaginez maintenant un chantier de construction qui fonctionnerait sans interruption. Chaque jour, de nouveaux matériaux arrivent. Chaque jour, de nouveaux travaux commencent, mais personne n'arrête jamais le chantier pour nettoyer, inspecter ou remplacer les équipements usés. Au début, tout semble fonctionner. Puis, progressivement, l'entretien prend du retard. Les petites défaillances deviennent plus fréquentes. Les déchets s'accumulent. Les performances diminuent. Bien sûr, le corps humain est infiniment plus intelligent qu'un simple chantier. Il effectue en permanence des réparations, même lorsque nous mangeons. Mais certaines recherches suggèrent que certaines fonctions de maintenance deviennent particulièrement intéressantes lorsque les signaux d'abondance diminuent temporairement. Autrement dit, le repos métabolique pourrait être plus important que nous ne l'avons longtemps imaginé. Et cela nous amène à une question essentielle: que se passe-t-il réellement lorsque vous cessez de manger pendant quelques heures? Pas ce que disent les réseaux sociaux, pas les promesses miraculeuses, pas les mythes. Que se passe-t-il biologiquement, minute après minute, heure après heure, à l'intérieur du corps? Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, votre organisme n'entre pas immédiatement en mode famine. En réalité, il suit une série d'étapes remarquablement organisées. Comme si un gigantesque système énergétique changeait graduellement de carburant. Et plus ce changement avance, plus les mécanismes deviennent surprenants. Dans quelques instants, nous allons suivre ce voyage invisible heure après heure, depuis votre dernier repas jusqu'aux transformations métaboliques qui commencent à attirer l'attention des chercheurs spécialisés dans le vieillissement. Et c'est précisément à ce moment-là que le corps révèle quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Votre dernier repas est terminé. Vous posez votre fourchette. À première vue, rien ne semble changer. Vous continuez votre journée. Vous travaillez. Vous marchez, vous parlez, vous respirez. Mais à l'intérieur de votre corps, une transition silencieuse vient de commencer.
Une transition que l'humanité a vécue pendant des centaines de milliers d'années et que très peu de personnes comprennent réellement. Durant les premières heures qui suivent un repas, votre organisme fonctionne principalement grâce au glucose provenant de la nourriture récemment consommée. L'insuline reste relativement élevée, les cellules absorbent les nutriments, les réserves énergétiques sont reconstituées. Le corps est dans ce que les biologistes appellent un état postprandial. Autrement dit, l'énergie est abondante, tout est normal, rien d'extraordinaire ne se produit encore. Puis les heures passent. 4 heures, 6 heures, 8 heures. Le glucose provenant du repas diminue progressivement. L'insuline commence à redescendre et le corps se tourne vers une réserve discrète mais essentielle, le glycogène. Le glycogène est une forme de stockage de glucose, principalement conservé dans le foie et les muscles. Imaginez une batterie de secours. Lorsque l'énergie alimentaire disparaît, cette batterie prend le relais. Pendant plusieurs heures, le foie libère progressivement de glucose dans la circulation sanguine afin de maintenir un approvisionnement stable pour les organes qui en ont besoin. Votre cerveau continue de fonctionner, votre cœur continue de battre, votre organisme poursuit ses activités sans que vous remarquiez forcément la moindre différence. Puis, une nouvelle étape commence. À mesure que les réserves de glycogène diminuent, le corps comprend qu'il doit devenir plus autonome. Et c'est ici qu'apparaît l'une des adaptations les plus remarquables de la physiologie humaine. Au lieu de paniquer, au lieu de ralentir immédiatement, l'organisme commence à changer de carburant. Les cellules grasses reçoivent un signal. Elles libèrent progressivement des acides gras dans la circulation. Le corps commence alors à puiser dans l'énergie qu'il avait stockée auparavant. C'est comme si une ville passait progressivement du réseau électrique principal à ses propres générateurs internes. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette transition est profondément naturelle. Elle fait partie du fonctionnement normal de l'espèce humaine. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car certains organes ne peuvent pas fonctionner uniquement grâce aux acides gras. Le cerveau notamment possède des besoins énergétiques particuliers. C'est pourquoi, après un certain temps sans apport alimentaire, le foie commence à produire des molécules spéciales, les corps cétoniques, souvent appelés simplement cétones. Ces molécules sont fabriquées à partir des graisses stockées. Elles deviennent progressivement une source d'énergie alternative. Pour certains chercheurs, cette transition représente bien plus qu'un simple changement de carburant. Elle pourrait également modifier certains signaux biologiques associés à la résistance cellulaire et à l'adaptation métabolique. Mais attention, c'est ici que beaucoup d'idées reçues apparaissent. Les délais exacts varient considérablement. L'âge, l'activité physique, la composition corporelle, l'alimentation habituelle, le sexe, l'état de santé, tous ces facteurs influencent la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Il n'existe pas une horloge universelle qui fonctionne de manière identique pour tout le monde. La biologie humaine est plus nuancée que cela. Pourtant, malgré ces différences individuelles, une tendance générale apparaît. À mesure que les heures passent sans apport énergétique externe, le corps devient progressivement moins dépendant de l'énergie immédiatement disponible et davantage capable d'utiliser ses réserves internes. C'est un changement profond, un changement que beaucoup de personnes n'expérimentent plus très souvent dans leur vie quotidienne. Et ce n'est pas uniquement une question de carburant, car pendant que le métabolisme change de source d'énergie, d'autres systèmes commencent également à recevoir un message discret mais puissant. Les ressources extérieures ne sont plus aussi abondantes. Il est peut-être temps de devenir plus efficace, plus sélectif, plus stratégique, comme une entreprise qui entre temporairement dans une période d'optimisation. Et c'est précisément à ce moment que les scientifiques ont commencé à observer quelque chose de surprenant, quelque chose qui allait bouleverser notre compréhension du vieillissement biologique. Une découverte si importante qu'elle allait finalement conduire à un prix Nobel. Une découverte qui révèle que certaines cellules possèdent leur propre système de nettoyage, de recyclage et de renouvellement. Un mécanisme caché qui pourrait expliquer pourquoi le jeûne suscite aujourd'hui autant d'intérêt dans la recherche sur la longévité. Son nom est étrange, mais son fonctionnement est extraordinaire. L'autophagie. Et une fois que vous comprendrez ce qu'elle fait réellement à l'intérieur de vos cellules, vous ne regarderez plus jamais le vieillissement de la même manière. Pendant des décennies, les scientifiques observaient un paradoxe.
Chaque cellule de votre corps fonctionne comme une usine miniature. Elle produit de l'énergie, fabrique des protéines, transporte des molécules, répare des dommages, répond à des signaux et accomplit des milliers d'opérations chaque seconde. Mais cette activité incessante génère un problème inévitable, l'usure. Avec le temps, certaines protéines deviennent défectueuses. Certaines structures cellulaires vieillissent. Certaines mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule, perdent en efficacité. Des composants s'accumulent. Des erreurs apparaissent, comme dans n'importe quelle machine complexe. La question était simple. Comment une cellule peut-elle continuer à fonctionner pendant des années alors qu'elle est constamment exposée à cette usure? Pendant longtemps, personne ne connaissait toute la réponse. Puis, les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable. Les cellules ne se contentent pas de fabriquer, elles recyclent aussi. Et parfois, elles recyclent massivement. Ce processus porte un nom étrange, l'autophagie. Le mot vient du grec ancien. Il signifie littéralement « se manger soi-même ». À première vue, cela semble inquiétant, mais en réalité, c'est l'un des mécanismes les plus sophistiqués de maintenance biologique jamais découverts. Imaginez une immense ville. Au fil des années, des véhicules tombent en panne, des bâtiments deviennent instables, des équipements cessent de fonctionner correctement. Maintenant, imaginez qu'une équipe spécialisée parcourt la ville en permanence, elle identifie les éléments défectueux, les démonte, récupère les matériaux encore utilisables, puis les réinjecte dans le système. C'est exactement ce que fait l'autophagie. À l'intérieur de la cellule, certaines structures sont repérées comme étant endommagées, inutiles ou moins performantes. Elles sont alors enveloppées dans de petites membranes spécialisées, puis transportées vers des compartiments capables de les dégrader. Les composants récupérés sont ensuite réutilisés, rien n'est gaspillé. Le corps transforme les déchets en ressources. Et soudain, le vieillissement commence à apparaître sous un angle différent. Car si l'entretien diminue, si le recyclage devient moins efficace, si les dommages s'accumulent plus vite que les réparations, les conséquences finissent par devenir visibles. Pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement, année après année, cellule après cellule. C'est précisément pour ses travaux sur ces mécanismes que le biologiste japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2016. Ces recherches ont contribué à révéler l'importance fondamentale de l'autophagie dans le fonctionnement normal des cellules. Mais ce qui a particulièrement attiré l'attention des chercheurs, c'est une autre observation. L'autophagie ne semble pas fonctionner de manière identique dans toutes les situations. Certains signaux biologiques paraissent influencer son activité. Et parmi ces signaux figure un facteur qui revient régulièrement dans les études sur le jeûne: la disponibilité des nutriments. Lorsque l'énergie est abondante, le corps reçoit un message clair: construire, croître, se développer. Lorsque cette abondance diminue temporairement, d'autres priorités peuvent émerger: économiser, optimiser, recycler, entretenir. Comme si la cellule disait: puisque les ressources sont momentanément plus limitées, profitons-en pour faire du tri. Cette idée a profondément changé la façon dont certains scientifiques envisagent le vieillissement. Pendant longtemps, beaucoup considéraient le corps comme un système qui s'use inévitablement avec le temps. Aujourd'hui, une vision plus nuancée émerge. Le vieillissement reste réel, l'usure reste réelle, mais la capacité du corps à gérer cette usure joue également un rôle essentiel. Et c'est ici qu'apparaît une nuance extrêmement importante. Le jeûne n'est pas un bouton magique qui active soudainement une réparation parfaite. Les réseaux sociaux présentent l'autophagie comme une sorte de nettoyage miraculeux. La réalité biologique est beaucoup plus complexe. L'autophagie est déjà active à différents niveaux dans l'organisme. Elle dépend de nombreux facteurs: l'âge, l'activité physique, le sommeil, l'état de santé, l'environnement métabolique, la génétique. Le jeûne n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Mais même avec cette nuance, une question demeure fascinante.
Pourquoi l'évolution aurait-elle développé un système aussi sophistiqué? Pourquoi certaines périodes de moindre disponibilité énergétique semblent-elles déclencher des réponses adaptatives aussi intelligentes? Et c'est là que nous arrivons au véritable tournant de cette histoire. Car la plupart des gens imaginent encore le jeûne comme une simple absence de nourriture, comme une privation, comme un manque. Pourtant, la recherche moderne suggère une idée beaucoup plus surprenante. Peut-être que le corps ne considère pas toujours ces périodes comme un problème. Peut-être les considère-t-il parfois comme une information, un signal, une instruction biologique. Et cette distinction change absolument tout. À ce stade, il est facile de tirer une conclusion simpliste. Le jeûne active certains mécanismes d'entretien. L'autophagie participe au recyclage cellulaire. Donc, plus on jeûne, mieux c'est. Mais la biologie fonctionne rarement de façon aussi simple. Et c'est ici que se trouve la révélation la plus importante de toute cette histoire. Une révélation qui change complètement la manière de voir le jeûne. Le corps n'est pas un objet cassé qui attend d'être réparé. Il est un système vivant qui s'adapte en permanence à son environnement. Cette différence paraît subtile, mais elle est fondamentale, car lorsque vous jeûnez, votre organisme ne lance pas un programme secret de rajeunissement, il fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il réorganise ses priorités. Imaginez une ville confrontée à une période temporaire où les ressources deviennent moins abondantes. Les services essentiels continuent de fonctionner. L'électricité reste allumée. L'eau continue de circuler. Les hôpitaux restent ouverts. Mais certains projets secondaires sont reportés. Les équipes d'entretien inspectent davantage les infrastructures. Les ressources sont utilisées avec plus d'efficacité. La ville devient plus stratégique. Le corps agit souvent de manière similaire. Pendant les périodes d'abondance, l'organisme reçoit un message. Les ressources sont disponibles, la croissance est favorisée, la synthèse des protéines est stimulée, les réserves énergétiques sont reconstituées. Certaines voies cellulaires associées à la croissance sont particulièrement actives. Parmi elles se trouve une voie biologique célèbre appelée mTOR. Pour les chercheurs, mTOR agit un peu comme un chef d'orchestre de la croissance cellulaire. Lorsque les nutriments sont abondants, elle encourage la construction, la réparation et le développement des tissus. C'est indispensable. Sans ces mécanismes, il n'y aurait ni croissance musculaire, ni renouvellement efficace des cellules, ni adaptation physiologique. Mais voici ce qui est fascinant. Le corps semble avoir été conçu pour alterner entre différents modes de fonctionnement. Croissance, entretien, construction, recyclage, expansion, optimisation. Comme les battements d'un cœur, comme les cycles du sommeil, comme les saisons. La santé ne repose pas sur un seul état permanent. Elle repose souvent sur la capacité à passer d'un état à un autre. Et soudain, le jeûne apparaît sous un nouveau jour. Ce n'est plus une bataille contre la nourriture. Ce n'est plus une méthode de punition. Ce n'est plus simplement une stratégie pour perdre du poids. C'est potentiellement une façon de réintroduire un cycle biologique que notre organisme connaît depuis très longtemps. Un cycle qui lui permet de basculer temporairement vers des modes de fonctionnement moins sollicités dans un environnement d'abondance constante. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles imaginent le jeûne comme un acte de destruction, comme si le corps était progressivement affamé, comme si chaque heure sans nourriture représentait une menace. La réalité est souvent plus nuancée. Pour un organisme en bonne santé, disposant de réserves suffisantes et pratiquant un jeûne adapté à sa situation personnelle, les premières phases du jeûne ressemblent davantage à une transition énergétique qu'à une catastrophe biologique. Le corps ne s'effondre pas, il s'adapte, il mobilise, il réorganise, il change de stratégie. Cette capacité d'adaptation est l'une des plus grandes forces de l'espèce humaine. Pendant centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont survécu grâce à elle. Leur corps n'attendait pas passivement la nourriture. Ils savaient quoi faire lorsqu'elle n'était pas immédiatement disponible. Et cette adaptation révèle quelque chose de profondément inspirant. Votre organisme est beaucoup plus intelligent que vous ne l'imaginez. À chaque instant, il collecte des informations, il interprète des signaux, il ajuste ses réponses. Il tente de maintenir un équilibre au milieu d'un monde en perpétuel changement. Parfois, ce que nous appelons santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la capacité du corps à rester flexible, à répondre aux défis, à s'adapter sans se briser. La résilience biologique n'est pas l'absence de stress, c'est la capacité à répondre au stress puis à retrouver l'équilibre.
Cette idée est au cœur des recherches modernes sur le vieillissement, car les organismes qui vieillissent le mieux ne sont pas nécessairement ceux qui évitent toute contrainte. Ce sont souvent ceux qui conservent leur capacité d'adaptation, leur capacité de répondre, de récupérer, de reconstruire. Et c'est précisément ce que les scientifiques observent lorsqu'ils étudient certains mécanismes associés à la longévité. Des mécanismes qui dépassent largement le simple cadre du jeûne. Car derrière cette histoire se cache une question encore plus grande. Que nous apprennent les organismes qui semblent mieux résister au passage du temps? Pourquoi certaines cellules demeurent-elles plus performantes plus longtemps? Pourquoi certains systèmes biologiques conservent-ils davantage leur efficacité avec l'âge? Les réponses commencent à émerger dans les laboratoires du monde entier. Et elles pourraient transformer notre compréhension de ce que signifie réellement bien vieillir. Depuis longtemps, les chercheurs poursuivent une question presque universelle. Pourquoi certains organismes semblent-ils mieux résister au temps que d'autres? Pourquoi certaines espèces vivent-elles beaucoup plus longtemps que ce que leur mode de vie laisserait supposer? Pourquoi certaines personnes atteignent un âge avancé en conservant une remarquable autonomie physique et cognitive? Pendant des années, les chercheurs ont cherché une cause unique, un seul gène miracle, une molécule exceptionnelle, une solution universelle. Mais plus les recherches progressaient, plus une réalité apparaissait. Le vieillissement n'est pas contrôlé par un seul interrupteur. C'est le résultat d'une immense conversation biologique. Une conversation qui implique les cellules, les mitochondries, le système immunitaire, les hormones, les vaisseaux sanguins, le cerveau et même les microbes qui vivent à l'intérieur de nous. En observant les organismes qui vieillissent relativement bien, les chercheurs remarquent souvent plusieurs caractéristiques récurrentes. Pas une recette magique, mais des tendances, des motifs biologiques, des indices. L'un de ces indices concerne l'inflammation. À court terme, l'inflammation est indispensable. Sans elle, les blessures guériraient difficilement, les infections deviendraient beaucoup plus dangereuses, le système immunitaire perdrait une partie de son efficacité. Mais lorsque certains signaux inflammatoires restent légèrement élevés pendant de longues périodes, la situation change. Certaines équipes de recherche parlent parfois d'inflammation chronique de faible intensité. Une activité discrète, presque invisible, mais persistante. Comme un feu qui ne s'éteint jamais complètement. Avec le temps, cette activation permanente peut contribuer à l'usure de différents systèmes biologiques. Le vieillissement apparaît alors moins comme un événement soudain, comme l'accumulation progressive de milliers de petites perturbations. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Certaines interventions liées au mode de vie semblent influencer ces mécanismes. L'activité physique, le sommeil, l'alimentation, la gestion des rythmes circadiens et parfois certaines formes de restrictions énergétiques adaptées. Toutes peuvent modifier à différents degrés certains marqueurs associés à la santé métabolique et à la régulation inflammatoire. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car un autre acteur attire énormément l'attention des chercheurs, les mitochondries. Les mitochondries sont souvent décrites comme les centrales énergétiques de la cellule. Cette image est utile, mais elle est en réalité incomplète. Les mitochondries ne produisent pas seulement de l'énergie, elles participent également à la régulation du stress cellulaire, à la signalisation biologique, à l'adaptation métabolique, à la survie cellulaire. Chaque seconde de votre vie dépend de leur fonctionnement. Lorsque vous marchez, lorsque vous réfléchissez, lorsque votre cœur bat, lorsque vous respirez, des milliards de mitochondries travaillent sans interruption. Or, avec l'âge, certaines mitochondries deviennent moins efficaces. La production d'énergie peut diminuer, certains sous-produits métaboliques peuvent s'accumuler, l'équilibre devient plus difficile à maintenir. Mais là encore, le corps possède des mécanismes remarquables. Il peut éliminer certaines mitochondries défaillantes, il peut en fabriquer de nouvelles, il peut améliorer leur efficacité. Cette capacité d'adaptation fascine les biologistes, car elle montre que le vieillissement n'est pas uniquement une histoire de déclin. C'est aussi une histoire de renouvellement, une histoire de réparation, une histoire de reconstruction. Et plus les chercheurs étudient ces mécanismes, plus une idée se renforce. Les organismes les plus résistants semblent souvent être ceux qui conservent la capacité à s'adapter, à répondre aux changements, à récupérer après les perturbations, à restaurer l'équilibre. En d'autres termes, la longévité pourrait dépendre autant de résilience que de protection. Cette distinction est importante. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont imaginé qu'une vie saine consistait à éviter tout stress. Mais la biologie raconte souvent une autre histoire.
L'exercice physique est un stress. L'exposition au froid est un stress. L'apprentissage est un stress. Même certaines formes de jeûne restent une épreuve physiologique. La différence réside dans la dose, dans le contexte et dans la récupération. Un stress excessif peut devenir destructeur, mais un défi adapté peut parfois renforcer les capacités du système. Comme un muscle qui se développe après être sollicité, comme un os qui devient plus solide lorsqu'il supporte une charge, comme un cerveau qui crée de nouvelles connexions lorsqu'il apprend. Cette idée porte un nom dans certains domaines de la biologie. L'adaptation. Et c'est probablement l'un des concepts les plus importants pour comprendre le vieillissement. Votre corps n'est pas conçu pour rester figé. Il est conçu pour répondre, pour ajuster ses fonctions, pour interpréter son environnement, pour évoluer en permanence. Le jeûne devient beaucoup plus intéressant. Non pas parce qu'il arrêterait le vieillissement, aucune donnée scientifique sérieuse ne permet d'affirmer cela, mais parce qu'il pourrait être l'un des nombreux signaux capables d'influencer certains mécanismes d'adaptation biologique. Un signal parmi d'autres, pas une solution unique, pas une baguette magique, mais une pièce potentielle d'un puzzle beaucoup plus vaste. Et c'est précisément là que se trouve le danger. Car lorsqu'une idée devient populaire, elle attire rapidement les simplifications, les promesses exagérées, les raccourcis, les mythes. Et dans le cas du jeûne, certaines erreurs sont devenues si répandues qu'elles risquent parfois d'effacer toute la nuance que la science tente d'apporter. Avant de comprendre ce que le jeûne peut réellement offrir, il faut d'abord examiner ce qu'il ne peut pas faire. Et les erreurs qui empêchent tant de personnes de voir le tableau complet. À ce stade, une conclusion pourrait sembler évidente. Si le jeûne active certaines réponses biologiques intéressantes, alors plus de jeûne devrait produire plus de bénéfices. Mais c'est précisément ici que la réalité biologique se heurte aux raccourcis. Car l'une des plus grandes erreurs dans le domaine de la santé consiste à transformer une adaptation utile en solution universelle. Le corps humain ne fonctionne pas selon la logique du « plus est toujours mieux ». Il fonctionne selon la logique de l'équilibre, de l'adaptation, du contexte, et parfois ce contexte change tout. La première erreur consiste à croire que le jeûne est un raccourci vers la longévité. C'est une idée séduisante, elle promet une réponse simple à une question extrêmement complexe. Mais le vieillissement est influencé par des dizaines de facteurs. La qualité du sommeil, l'activité physique, la génétique, l'environnement, la santé métabolique, le niveau d'activité quotidienne, l'alimentation globale, les relations sociales, le stress chronique, l'exposition à certaines maladies. Le jeûne ne remplace aucun de ces éléments. Même le protocole le plus sophistiqué ne peut pas compenser durablement un mode de vie globalement défavorable. C'est un peu comme entretenir parfaitement le moteur d'une voiture tout en négligeant les freins, les pneus et la direction. Le moteur compte, mais il n'est pas le véhicule entier. La deuxième erreur est plus subtile. Elle consiste à confondre adaptation et souffrance. Certaines personnes pensent que plus elles ressentent de faim, plus elles progressent, comme si l'inconfort était automatiquement synonyme de bénéfice. Pourtant, le corps ne récompense pas systématiquement les extrêmes. Lorsqu'une contrainte dépasse les capacités d'adaptation d'un organisme, elle cesse d'être constructive, elle devient simplement un stress excessif. C'est vrai pour l'entraînement sportif, c'est vrai pour le sommeil et c'est également vrai pour le jeûne. Un défi raisonnable peut parfois favoriser certaines adaptations. Un défi disproportionné peut au contraire devenir contre-productif. La frontière dépend de chaque individu, de son âge, de sa composition corporelle, de son niveau d'activité, de ses besoins énergétiques. C'est pourquoi les approches identiques pour tout le monde sont rarement les meilleures. La troisième erreur est devenue extrêmement fréquente. Réduire le jeûne à une simple question de poids. Bien sûr, certaines personnes utilisent le jeûne dans une stratégie de gestion du poids, mais le sujet que nous explorons aujourd'hui est plus vaste. Lorsque les chercheurs s'intéressent au vieillissement, ils étudient surtout la signalisation cellulaire, l'inflammation, la flexibilité métabolique, les mécanismes de réparation, les réponses adaptatives. Le chiffre affiché sur une balance ne raconte qu'une petite partie de cette histoire. Parfois même, il peut détourner l'attention des véritables changements physiologiques. Puis vient une autre erreur particulièrement répandue. Croire que tous les jeûnes sont identiques.
En réalité, il existe une immense différence entre sauter occasionnellement un repas, limiter sa fenêtre alimentaire quotidienne, pratiquer un jeûne prolongé ou suivre des protocoles plus spécifiques utilisés dans certaines études. Ces situations ne produisent pas exactement les mêmes réponses biologiques. Les délais, les mécanismes, les effets observés, tout peut varier. La science du jeûne est beaucoup plus nuancée que les slogans simplifiés que l'on retrouve souvent sur Internet. Et il existe une dernière erreur, probablement la plus importante. Oubliez que le but n'est pas le jeûne lui-même. Le but est la santé. Cette distinction paraît évidente, mais elle change tout. Certaines personnes transforment les outils de santé en objectifs, comme si le protocole devenait plus important que le résultat. Pourtant, le corps ne se soucie pas des tendances, il ne se soucie pas des modes, il ne suit pas les influenceurs. Il répond simplement aux signaux biologiques qu'il reçoit. Et parfois, la meilleure décision n'est pas d'ajouter une nouvelle stratégie, mais d'améliorer les fondamentaux. Dormir davantage, bouger régulièrement, réduire certains excès, respecter les rythmes naturels, cultiver des habitudes que l'on peut maintenir pendant des années. Les stratégies les plus puissantes sont souvent celles que votre corps peut répéter pendant des décennies. Cette phrase paraît moins spectaculaire qu'une promesse de transformation rapide. Pourtant, elle est beaucoup plus proche de la réalité du vieillissement. Car le vieillissement n'est pas un événement unique, c'est un processus continu, un dialogue permanent entre l'usure et la réparation, entre les défis et la récupération, entre les dommages et l'adaptation. Et cela nous conduit à la dernière question. Après tout ce que nous avons découvert, après l'autophagie, après les mitochondries, après les mécanismes d'adaptation, après les limites et les précautions, que peut réellement changer le jeûne dans l'histoire de votre propre vieillissement ? À première vue, le vieillissement semble être une force impossible à négocier. Chaque année laisse sa trace, quelques cheveux gris, un peu moins d'énergie, une récupération parfois plus lente, des changements presque imperceptibles qui s'accumulent au fil des décennies. Et pourtant, après tout ce que nous avons exploré, une vérité essentielle apparaît. Le vieillissement n'est pas simplement l'histoire du temps qui passe, c'est aussi l'histoire de la manière dont votre corps répond au temps qui passe. Chaque jour, vos cellules sont confrontées à un choix permanent. Réparer ou abandonner. S'adapter ou se dégrader. Reconstruire ou accumuler les dommages. Bien sûr, aucun être humain ne peut arrêter le vieillissement. Aucun régime, aucun aliment, aucun complément, aucun protocole. Le temps continue d'avancer. Mais la science moderne suggère quelque chose de profondément intéressant. Certaines habitudes peuvent influencer la qualité de ce voyage. Elles peuvent modifier certains mécanismes biologiques qui participent à la manière dont nous vieillissons. Et c'est précisément là que le jeûne trouve sa place. Pas comme une solution miracle, pas comme un raccourci vers l'immortalité, mais comme un signal biologique potentiel. Un signal capable, dans certaines circonstances, d'encourager des adaptations que l'évolution a conservées pendant des millions d'années. Lorsque vous regardez l'ensemble du tableau, une image plus claire commence à émerger. Le jeûne ne semble agir parce qu'il prive le corps. Il semble intéressant parce qu'il modifie temporairement les informations que le corps reçoit. Pendant une période limitée, l'organisme comprend que l'environnement a changé et il ajuste certaines priorités. Il devient plus efficace, plus économe, plus stratégique. Comme une ville qui profite d'une période calme pour inspecter ses infrastructures, comme un atelier qui suspend momentanément la production afin de réviser ses machines, comme une forêt qui recycle discrètement les feuilles tombées afin de nourrir sa prochaine saison de croissance. Le véritable sujet n'a donc jamais été la nourriture. Le véritable sujet a toujours été l'adaptation. Car plus les chercheurs étudient les mécanismes du vieillissement, plus ils découvrent que la santé durable dépend souvent de la capacité du corps à rester flexible. Flexible face au changement, flexible face aux défis, flexible face au temps. Cette flexibilité porte de nombreux noms: résilience, adaptation, robustesse biologique. Mais derrière tous ces termes se cache une même idée. Le corps humain n'est pas conçu pour être statique, il est conçu pour répondre, pour apprendre, pour s'ajuster, pour se réorganiser continuellement. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus fascinantes de toute cette histoire.
Depuis le début, nous avons parlé de cellules, d'autophagie, de mitochondries, d'inflammation, de métabolisme. Mais au fond, nous parlions d'autre chose. Nous parlions de l'intelligence silencieuse du corps humain. Une intelligence qui travaille sans relâche depuis votre naissance. Une intelligence qui surveille, répare, ajuste et protège, même lorsque vous dormez, même lorsque vous oubliez qu'elle existe, même lorsque vous ne ressentez rien. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, des milliards de réactions biologiques se déroulent à l'intérieur de vous. Des protéines sont recyclées, des cellules sont remplacées, des tissus sont entretenus, des signaux voyagent à travers votre organisme. Un immense univers invisible poursuit son travail. Et c'est peut-être cela, la véritable source d'émerveillement. Nous passons souvent notre vie à chercher des solutions extraordinaires, alors que l'une des choses les plus extraordinaires que nous possédons est déjà là, à l'intérieur de nous. Le jeûne nous intéresse parce qu'il nous offre une fenêtre sur cette réalité. Il révèle que le corps n'est pas seulement une machine qui s'use, c'est aussi un système capable de s'adapter, de se renouveler, et parfois même de nous surprendre. Alors, le jeûne peut-il réellement changer la manière dont votre corps vieillit ? La réponse la plus honnête est probablement celle-ci. Il ne peut pas arrêter le temps, mais il pourrait influencer certains des processus biologiques qui déterminent comment votre corps traverse ce temps. Et dans le domaine du vieillissement, cette nuance fait toute la différence. Car au final, la question n'est peut-être pas « comment vivre éternellement ?» La question est plutôt « comment aider notre biologie à fonctionner au mieux le plus longtemps possible ?» Et cette recherche, elle aussi, ne concerne pas seulement les scientifiques, elle concerne chacun d'entre nous. Parce que le futur de votre corps ne se construit pas en un seul jour. Il se construit à travers des milliers de signaux biologiques que vous lui envoyez au fil des années. Et votre corps écoute chacun d'eux.